Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce lundi 25 juin. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a passé 2 années de mission diplomatique dans le pays. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, il a été reçu par le chef de l'État ivoirien au palais présidentiel d'Abidjan. Les relations entre les deux pays ont été passées en revue. La première dame ivoirienne s'est rendue aujourd'hui aux côtés des personnes touchées par les inondations dans les différentes communes de la ville d'Abidjan. Dominique Ouattara est allé leur exprimer son soutien et toute sa solidarité. La Riviera Palmeraie et Bonouma font partie des zones qui ont le plus souffert des inondations. Les maisons construites sur les emprises d'eau et dont les bas-fonds sont détruites, conformément à la décision prise par le Conseil national de sécurité. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec des pouvoirs largement renforcés. Son parti, l'AKP, s'impose également au Parlement avec 42% des suffrages. Bienvenue dans ce nouveau 20h, vous êtes sur RTI 1. Il aura passé 2 années en terre ivoirienne. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire est en fin de mission et il a été reçu aujourd'hui lundi par le président Alassane Ouattara. Le reportage est signé Chiram Kofi Abola. Le temps des adieux de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Ragoutali Ravindra, au président de la République Alassane Ouattara. Ce lundi au palais présidentiel, le diplomate indien est venu informer le chef de l'État de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Une occasion de plus pour lui de reparler avec son hôte de la qualité des relations entre les deux pays. Aujourd'hui marque la fin de mon mandat à Abidjan. Avec son Excellence, Monsieur le Président, nous avons échangé sur la coopération qui existe entre nos deux pays. Son Excellence a marqué sa satisfaction sur le progrès qu'a fait la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, aussi bien au niveau commercial, culturel qu'économique. Son Excellence a aussi mentionné sa satisfaction des rencontres de haut niveau qui ont eu lieu entre nos deux pays, notamment la visite du président indien en juin 2016, les visites du vice-président en Inde, les visites du ministre des Affaires étrangères à Abidjan et les différentes délégations et missions économiques qui sont venues ici à Abidjan. Ragoutali Ravindra s'en va. Il quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 2 années. La toile de la solidarité continue de se tisser autour des victimes des inondations causées par la pluie en Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, s'est rendue à leur chevet ce lundi. Elle leur a apporté soutien et réconfort. Vijanaïma. Morte tragiquement, emportée par les torrents d'eau de la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin, provoquant l'inondation de sa villa. Zakpa Rose, en brave mère de famille, avait pourtant réussi à mettre à l'abri ses 4 enfants. C'est au domicile du frère de la défunte que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est allée ce lundi témoigner sa compassion à la famille. Accompagnée par l'épouse du vice-président Clarisse Duncan, la première dame a manifesté sa solidarité à l'endroit des parents de la victime en leur remettant une enveloppe symbolique d'un montant de 3 millions de francs pour les obsèques. La première dame de Côte d'Ivoire s'est ensuite rendue au point d'accueil de l'ONG Police Secours, créé par des bénévoles et qui s'est vaillamment illustré lors des tragiques événements par sa promptitude à répondre aux appels au secours et par son assistance aux blessés et personnes en détresse. La première dame a félicité le travail accompli par ses bénévoles et a offert la somme de 3 millions de francs pour l'achat de médicaments. À la cité Rosier, programme 3 de la Riviera Palmeraie, le groupe scolaire à Saoré, où sont accueillis depuis les fortes pluies des familles sinistrées de la Riviera Palmeraie au nombre de plus de 600 personnes et qui sont pour l'heure prises en charge par la mairie de Cocody. La première dame est venue leur manifester sa compassion et sa solidarité. Elle leur a apporté un soutien sous la forme de vivres et non-vivres et une enveloppe d'un montant de 5 millions de francs. Au domicile du frère aîné de Konaté Mohamed, dit Delmas, proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale, et qui a trouvé la mort dans sa voiture emportée par les eaux de pluie, la première dame est venue apporter réconfort à la famille du défunt. Une contribution symbolique d'un montant de 3 millions de francs a été remise aux parents pour l'organisation des obsèques.
La visite de la première dame aux sinistrés de la Riviera Palmeraie a également suscité beaucoup d'émotions. Fijanaïma. La compassion et la solidarité manifestées par la première dame à l'endroit des familles des victimes et des victimes elles-mêmes des pluies diluviennes ont touché les cœurs. Les sinistrés de la Riviera Palmeraie ont traduit éloquemment le réconfort éprouvé par la présence de la première dame à leur côté. La première dame les a assurés que des solutions seront apportées à leurs requêtes. Je sais que vous vivez en des conditions très difficiles. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez échappé à la mort. Et certains dans vos familles ont eu des deuils. Certains ont eu des personnes blessées, des personnes sinistrées. Vous avez perdu vos biens matériels et vous n'avez plus de maison. Je sais ça et je vous dis Yako, il faut. Madame la ministre, donc Marietou Koné m'a dit tout à l'heure que le gouvernement allait donner 150 000 francs à chaque famille de personnes déplacées pour essayer de nous louer une nouvelle maison. Monsieur le ministre de la Sécurité m'a dit également que les soins, tous les soins médicaux allaient continuer tout le temps avec une prise en charge complète. Donc ça, c'est ce que le gouvernement fait et vraiment, je voudrais les en remercier. Ils ont eu des mesures adéquates. La première dame a en outre rassuré les habitants de la Riviera Palmeraie que le président de la République est en train de tout mettre en œuvre pour que les torrents de boue et les inondations à la Riviera Palmeraie ne se reproduisent plus. Guibéroa, Tiasalé et Ndoussi font partie des localités où la pluie a emporté des vies. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'y est rendue et elle a rencontré les familles endeuillées. Grâce Kando. Bilayo, dans la sous-préfecture de Guibéroa. La ministre Marietou Koné s'y rend pour apporter la compassion du gouvernement aux familles sinistrées par les dernières pluies. Dans cette localité, la pluie a causé la mort d'une fillette de 6 ans. Je dis merci au gouvernement d'avoir pensé à nous, les victimes, de tous ces bienfaits. Les villes de Tiasalé et de Ndoussi ont aussi enregistré une perte en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Mon neveu est allé sauver quelqu'un qui était en péril. Malheureusement, lui, il est resté. Je remercie les membres du gouvernement, avec à leur tête le chef de l'État, qui ont vraiment fait ce qu'il fallait pour les populations. Nous sommes venus apporter la compassion de toute la République suite aux dégâts des pluies. C'est le Yako que nous apportons à toutes les familles. Nous prions le Seigneur que de tels cas ne se reproduisent pas. C'est pour cela que nous lançons un message aux familles pour dire que quand il pleut, il faut quitter les lieux qui sont à risque. Les familles des victimes décédées ont reçu chacune la somme d'1 million de francs CFA. Les autres sinistrés de ces intempéries ont reçu des dons en nature et en espèces. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ça est ce que j'ai reçu. Je vais aller chercher une petite maison pour pouvoir rester disons. Après Guibéroa, Tiasalé et Ndoussi, la ministre a mis le cap sur Abidjan, précisément à la Riviera Palmeraie. Et à Abidjan, la capitale économique du pays, des entreprises citoyennes expriment leur solidarité aux victimes des eaux. Une caravane de solidarité a sillonné les communes d'Atekoubé et de Cocody. Des vivres et des médicaments d'une valeur de 35 millions de nos francs ont été offerts par la Fondation Carrefour et par des filiales du groupe CFAO. À la Riviera, fortement touché par ces inondations, le groupe scolaire de la Riviera Palmeraie a accueilli 783 personnes sinistrées, dont 168 familles. Ces personnes ont reçu des vivres et des non-vivres d'ONG et aussi de particuliers. Dans la même zone, les travaux de libération des sites à risque et des bassins d'orage sont en cours. La Riviera Palmeraie et Bonouman font partie des zones qui ont le plus souffert des inondations. Pour éviter que pareils drames se reproduisent, les maisons construites sur les emprises d'eau et dans les bas-fonds sont détruites, conformément à la décision prise par le Conseil national de sécurité. Amadou Ouattara. Plusieurs habitations situées à la Riviera Palmeraie et Bonoumen, identifiées dans des zones à risque ou encore considérées anarchiques, font l'objet de destruction.
Une décision du gouvernement mise en œuvre par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur le terrain, Claude Isaac D supervise et veille au grain. Ces destructions jugées utiles et nécessaires s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives afin d'éviter de nouveaux drames à la ville d'Abidjan. Il y a eu ici mort d'homme. Donc depuis mercredi, les populations étaient informées, donc nous avons procédé ce matin aux démolitions. Donc il y avait deux sites en démolition. Le premier qui était sur un canal et le second, disons, qui est aussi en aval de l'autre côté, pour lequel effectivement les eaux de ruissellement, disons, ont créé beaucoup de dégâts. Ces destructions font parfois grincer les dents. Ici à Bonoumé, des riverains mécontents ont essayé de faire arrêter l'opération de destruction des maisons construites à proximité d'un bas-fond. Après des échanges et des explications avec l'officier de police chargé de la supervision de l'opération, les activités ont repris. Le chef de cette opération a demandé aux populations de privilégier la protection de leur vie et l'intérêt commun. Dans la nuit de ce 24 juin, une fuite de pétrole a été détectée sur un pipeline de la CIR, la société ivoirienne de raffinage, à proximité du marché de nuit de la commune de Port-Boué. Les opérations de pompage utilisant ce pipeline ont été arrêtées et depuis ce matin, les équipes des services environnement sont à pied d'œuvre. Troisième session internationale de réflexion stratégique organisée par le ministère de la Défense à Grand-Bassam, ouverte par le ministre d'État, ministre de la Défense. Elle vise à définir des stratégies de défense des pays qui ont connu des crises. Mamadou Kouassi. Issus de 20 pays africains, ces 40 officiers et officiers supérieurs des armées, de la gendarmerie et de la police partagent ensemble leurs expériences en matière de reconstruction de l'outil de défense post-conflit. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la troisième session internationale de réflexion stratégique organisée par le ministère d'État, ministère de la Défense. Faire un état des lieux de la reconstruction de l'outil de défense et de voir tous les obstacles qui peuvent bloquer la reconstruction de cet outil de défense. Par exemple, la question de la cohésion au sein des armées, la question aussi du processus même du DDR. Donc cela suppose la question des critères qui doivent être pris en compte dans le recrutement des soldats au lendemain d'une crise. Cette session s'inscrit dans le cadre des activités de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Une initiative bien appréciée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Pour lui, son pays va poursuivre sa politique de sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme. Présent à cette rencontre, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, salue l'engagement des pays africains à lutter efficacement contre le terrorisme. Pour lui, la reconstruction de l'outil de défense en période post-conflit représente un véritable défi pour tout pays qui s'inscrit dans le processus de paix durable. La reconstruction de l'outil de défense doit aussi passer par des actions concrètes dont les effets se font ressentir de façon immédiate sur les soldats. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires, du rétablissement de la chaîne de commandement, de l'équipement et de la formation de nos hommes. Voilà autant d'actions à mener pour dynamiser l'outil de défense dans un contexte de sortie de crise. Pendant 5 jours, ces 40 auditeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et des Comores vont partager ensemble leurs expériences pour des armées modernes et modèles sur le continent. Cette troisième session se tient après celle de 2015 et de 2016, portée sur des menaces sécuritaires transnationales. Les pays membres de la CEDEAO travaillent aussi à renforcer leur sécurité. Les experts de la CEDEAO et de la Mauritanie ont procédé au lancement de la mise en œuvre du programme du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest. Sidonie Davila. Les pays membres de la CEDEAO en pleine concertation autour de l'insécurité dans la sous-région. Le terrorisme, la criminalité transnationale organisée constituent de réelles menaces pour les États. Les chefs de police et de sécurité des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, réunis pour 2 jours à Abidjan, entendent y apporter une réponse commune. Ces assises permettront d'évaluer la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest pour relever les nouvelles tendances de la criminalité,
et analyser l'opportunité de la plateforme régionale de partage d'informations. Pour être plus efficaces sur le terrain et permettre un impact opérationnel de leurs actions concertées, les acteurs de la sécurité misent davantage sur un mécanisme bien précis. La commission de la CEDEAO a décidé de faire évoluer son approche vers une vision intégrée et holistique de la sécurité. Et c'est ainsi qu'elle a mis en place le comité des chefs de services de sécurité. Ce dernier a un noyau constitué des chefs de police et des hauts commandants de la gendarmerie et selon l'agenda de l'activité à mener. Par ce dispositif, la CEDEAO a entamé le processus de coordination intégrée des services de sécurité. À Abidjan, la réunion des experts voit le lancement de la phase 3 du CIPAO. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en attend beaucoup. Je voudrais donc en appeler à l'engagement et à la détermination de chacun d'entre vous au cours de ces réflexions pour que sortent de ces assises des résultats probants qui pourront permettre à nos États d'assurer de façon efficace la sécurité sous-régionale. Selon Interpol, la région fait face aujourd'hui à de nouvelles menaces émergentes représentant un danger pour la sécurité publique. En réaction à celle-ci, en début d'année 2018, une opération menée par 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel a permis l'arrestation de 50 suspects, la saisie de 130 armes à feu, de la drogue et des médicaments contrefaits. Au chapitre Bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État était ce lundi à la Haute Autorité de la Bonne gouvernance, accompagné d'une quarantaine de ses collaborateurs. Théophile Awandoli a déclaré son patrimoine devant l'institution. Olivier Iriebi et Herman Guivé. Ils sont venus déclarer leurs biens à la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli et 40 de ses collaborateurs, dont des inspecteurs et des contrôleurs d'État, présents au sein de l'institution pour la déclaration de leur patrimoine. Pour lui, c'est un devoir républicain. Je suis venu accomplir un devoir citoyen. La loi a institué une déclaration du patrimoine pour un certain nombre de hauts responsables de ce pays. Et personne, je dis bien personne, n'est exempté de cette obligation. En ce qui me concerne personnellement, je l'avais déjà fait dans une autre fonction de directeur de cabinet du Premier ministre. Ayant changé de fonction, il me faut refaire cette opération. Je suis venu ce matin donc, pour déclarer le patrimoine de l'inspecteur général d'État. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu, comme la loi le prescrit, avec tous mes collaborateurs de l'inspection générale. Théophile Awandoli a invité les autorités en charge des affaires de l'État à faire autant pour une question de transparence dans la gestion de la chose publique. Poursuivons avec un communiqué du Sénat. M. Jano Kwadjo Aoussou, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière qui va se tenir les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 à 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. À l'ordre du jour, entre autres, la mise en place des différents organes du Sénat. Et ce présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin hier dimanche. À Korogo, elle s'est achevée par un meeting de clôture de tournée de mobilisation. Sia Kwasi et Mamadou Kwasi. Les militants du Rassemblement des Républicains de Korogo ont effectué nombreux déplacements du centre culturel au Mignon de Korogo pour écouter le message de l'envoyé de leur parti. Le secrétaire général adjoint chargé du patrimoine du Rassemblement des Républicains RDR, Bakayoko Ibrahim, a d'emblée salué les responsables locaux du parti pour leurs nombreux sacrifices consentis en vue du bon déroulement du recensement électoral. Puis, il a réaffirmé aux militants la détermination du RDR à aller au parti unifié avec ses alliés du RHDP. Avec le début que nous avons vu, les 7 ans que nous avons passé au pouvoir avec le RHDP, avec la co-gestion du pouvoir, nous avons vu toutes les avancées de la Côte d'Ivoire, de notre pays, au niveau national et au niveau international. C'est ça que nous sommes venus dire à nos parents du RHDP, du Koro. Sur le terrain déjà, nous avions eu cette chance d'avoir fait des réunions au nom du RHDP et bien sûr que le résultat qui en était sorti
était l'adhésion totale de l'ensemble des partis qui sont, n'est-ce pas, sur le département de Korogo. À la tête d'une délégation de la direction du parti, Bakayoko Ibrahim est en mission d'information et de sensibilisation Cinématiali, à Dikodougou, à Bengue, pour finir à Korogo. Dans tous ces départements, son message a été suivi avec beaucoup d'intérêt par l'ensemble des militants. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autre thérapeutique scientifique et traditionnelle que d'aller au parti unifié pour garantir le développement, la paix et la sécurité. Désormais, nous allons sensibiliser nos mamans, la population. Nous allons partir dans les hameaux, dans les villages. Vous savez, quand les femmes sont mobilisées, en tout cas, il n'y a rien à faire. Dans le Poro, le RHDP est déjà en marche, selon le secrétaire département du RDR, Lassina Kone, qui engage toutes les structures du parti à poursuivre la mission. Dans les départements de Boundiali, Tengrela et de Kouto, le vice-président du RDR chargé de la Bagoué a rencontré les responsables politiques locaux. Avec eux, Bruno Nabanye-Kone a parlé du bien fondé du parti unifié. Djeneba Ouattara et Kwadjo Kwame. Une délégation conduite par le ministre Bruno Nabanye-Kone, vice-président du Rassemblement des Républicains RDR, chargé de la Bagoué en tournée dans la région. Dans les départements de Boundiali, Tengrela et Kouto, le vice-président du RDR a rencontré les responsables politiques locaux, les militants de base et sympathisants du RDR. Il s'agissait pour le ministre Nabanye de leur expliquer la nécessité pour sa formation politique et les autres partis membres du RHDP d'adhérer au parti unifié. Nous avons l'occasion de prolonger le changement qualitatif que notre pays connaît depuis 2011. Nous avons l'occasion de prolonger cela avec le renforcement de la coalition autour du président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Pour Bruno Kone Nabanye, la stabilité et l'essor de la Côte d'Ivoire passent par l'entente des oufouettistes. Il s'agit de montrer que la famille d'Oufoué souhaite se rassembler. Et souhaite se rassembler autour des valeurs de l'oufouettisme qui sont d'abord la paix, le dialogue, la construction de la nation ivoirienne, le patriotisme vrai. Une démarche qu'apprécient à sa juste valeur les militants. C'est à nous maintenant d'ouvrir nos bras vers les partis frères de membres de la coalition, faire en sorte qu'à partir de maintenant, nous puissions mener les actions politiques ensemble pour que ce RHDP soit une réalité. L'émissaire du RDR a engagé les populations à soutenir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ses actions de développement de la Côte d'Ivoire. Le Forum international du logement social, économique et standing s'est ouvert ce matin. Les promoteurs immobiliers, les experts des secteurs du bâtiment, de la construction et du foncier planchent sur la mise en place d'un mécanisme pour permettre aux gouvernants africains, surtout aux autorités ivoiriennes, de réduire le déficit de logement. À travers ce forum, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire entendent aider l'État à relever les défis liés au déficit du logement, estimé à 600 000 habitations. La journée mondiale de la drépanocytose a été célébrée le 19 juin dernier. Cette maladie touche plus de 150 millions de personnes dans le monde et 12% de la population ivoirienne. Longtemps déclarée incurable, la drépanocytose se guérit aujourd'hui grâce à la greffe de la moelle osseuse et à la thérapie génique. Ami Sissoko nous parle de ces traitements, aujourd'hui porteurs d'espoir. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Chez les patients drépanocytaires, les globules rouges sanguins ne sont pas ronds. Ils ont la forme d'une faucille. Le transport d'oxygène se fait difficilement. La maladie peut être très handicapante. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges, les responsables du transport de l'oxygène dans tout l'organisme. Donc lorsqu'il y a un défaut de l'hémoglobine, il y a un défaut de transport de l'oxygène. Donc les organes commencent à rentrer en souffrance. Voilà, c'est ce qui se traduit souvent par les crises, ce qui serait aussi responsable des complications liées à la drépanocytose. Les douleurs elles sont variables. Souvent, on n'arrive même pas à la qualifier parce qu'on est obligé de recevoir de la morphine. Et souvent, parfois, la morphine même ne calme pas la douleur. Le premier cas de drépanocytose a été découvert aux États-Unis en 1910. C'était un jeune étudiant jamaïcain.
Plus d'un siècle plus tard, la guérison de la drépanocytose est enfin envisageable. 2 méthodes ont fait leur preuve. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. La greffe de la moelle osseuse consiste à injecter au patient une moelle osseuse saine et compatible. Cette greffe permet aux malades de fabriquer des globules rouges normaux. Dans cette méthode-là, on va traiter le malade pour vider complètement sa moelle de toutes les cellules, avant maintenant de venir donner la moelle du donneur. Et quand cette moelle pousse, les globules rouges qui sont produits deviennent, eux, normaux. Donc, ils vont guérir, ils seront soulagés de toutes les manifestations. La greffe de la moelle osseuse coûte plus de 80 millions de francs CFA. Quant à la thérapie génique, encore au stade expérimental, elle va plus loin. C'est le code génétique du malade qui est modifié. Le gène responsable de la maladie sous la forme S est transformé en gène normal sous la forme A afin qu'il produise des globules rouges normaux. Quelques succès ont déjà été rencontrés. C'est une cellule qu'on va prendre, sur laquelle on va prendre le gène normal et on va couper au niveau de la cellule du malade drépanocytaire, on va couper, enlever le gène anormal, le remplacer par le gène normal, donc reconstituer une nouvelle cellule qu'on va maintenant injecter au malade. Et là aussi, on obtient la guérison. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique, des traitements onéreux, pas à la portée de tous et pas encore disponibles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les malades se contentent d'améliorer leur quotidien avec des traitements à base d'antidouleurs. Il y a peu, l'hydroxyurée a fait son entrée dans le lot de traitements qui réduisent les effets de la maladie. Cette dernière agit en augmentant le taux d'hémoglobine dans le sang et apaise les douleurs intenses. Les formes les plus graves et anémiques de la drépanocytose nécessitent des échanges transfusionnels. On retire un peu de son sang au malade pendant qu'on lui transfuse du sang provenant de donneurs de sang sains. Quand on me transfuse, normalement, c'est bon, ça va, je me sens bien. Un médicament qui a fait ses preuves depuis près d'une trentaine d'années, qui est l'hydroxyurée, qui améliore très sensiblement, qui améliore très bien la qualité de vie du malade parce qu'il va permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine, donc d'augmenter les capacités physiques du malade. À côté de ces soins de confort, certaines précautions sont à prendre par le drépanocytaire pour éviter les crises. Éviter les efforts physiques intenses et les bains trop froids. Boire beaucoup pour ne pas être déshydraté. Il est aussi recommandé aux drépanocytaires de faire leur vaccin. Mais pour prévenir la maladie, la méthode la plus efficace reste d'éviter les unions entre personnes porteuses saines ou malades. Dans l'actualité, en bref, au Mali, la communauté Peul est prise pour cible. Au moins 37 morts dans 2 attaques distinctes à Koumaga, dans le cercle de Djenné, zone centre du pays. Résultat de la crise entre bergers et fermiers. La communauté Peul est à nouveau prise pour cible dans le centre du Mali. Au moins 37 morts après l'attaque de Koumaga selon l'association Tabital Poulaakou qui pointe du doigt des chasseurs d'oiseaux. Plusieurs responsables politiques locaux ainsi qu'un commerçant Peul confirment cette version des faits. Selon les autorités, le constat est tout autre. 16 personnes ont été tuées à Koumaga dans le cercle de Djenné. Cependant, une enquête judiciaire a été ouverte et Amadou Kouata, le porte-parole du gouvernement, a su que ces crimes ne resteront pas impunis. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a échappé à un attentat à l'explosif lors d'une réunion de campagne à un mois des premières élections post-Mugabe au Zimbabwe. L'engin non identifié a explosé après le discours du chef de l'État et candidat à la présidentielle. C'était dans un stade de la grande ville du sud de Moulaao, un fief de l'opposition. L'on enregistre une quarantaine de blessés, dont les 2 vice-présidents. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le président a dénoncé un acte lâche qui le visait personnellement. Il appelle la population au calme et affirme que l'attentat ne perturberait ni sa campagne ni sa détermination à réformer le pays. Le président turc sortant Recep Tayyip Erdogan remporte les élections avec 50% des voix selon les résultats provisoires. Il a été réélu pour un mandat de 5 ans. Ces élections sont très importantes car elles marquent le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel où le chef de l'État concentre la totalité du pouvoir. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À demain.
Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.